Bienvenue à cette nouvelle revue de moi-même Jetfire, cette fois-ci celle de Dark of the Moon. Je l'ai déjà faite il y a 3 ans quand je suis sorti du cinéma et j'avais trop capoté sur le film parce que j'avais aucune attente sur Dark of the Moon parce que Ryan O'Fallon m'avait tellement déçu que là cette fois-ci j'avais aucune attente vraiment. Le film, après bien entendu, 900 millions de box-office, Ryan O'Fallon, le film, bien entendu, se met en chantier pour une suite 2 ans plus tard, bien entendu. J'étais content et bien entendu, des attentes. Comment je pourrais dire ça? Je voulais toujours que ce soit un film de Transformers, qu'on mette plus de Transformers. Le film est sorti un mardi, en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Surtout que le film, sur le plateau de tournage, c'était le retour des combats en pleine ville, comme dans le premier, et qui m'avait séduit. 3 chars de NASCAR avec des mitraillettes dessus. Je vais être honnête, c'est winner. C'est winner pour moi, c'est winner pour un geek, c'est winner pour un côté, mon petit côté redneck. Je sentais que ce film-là avait l'air des... j'avais des attentes. J'avais pas vraiment d'attentes, mais je sentais que ce film-là va sûrement être meilleur que Revenge of the Fallen. Parce qu'on peut pas faire pire que Revenge of the Fallen. Le film commence avec une petite bataille sur Cybertron. Ce qui est déjà un putain de plus pour ce film-là. L'arche qui passe au-dessus des Autobots. Aussi, à revenir là-dessus. Le film a été fait en 3D. 6 mois après Revenge of the Fallen, Avatar avait sorti. Et à partir de cette journée-là, tous les films d'action épiques ont décidé d'être en 3D. Pas les films qui ont sorti les 6 premiers mois de 2010, à peu près que je parle de Iron Man 2. Là. Je parle surtout des films à partir de cet été-là. Puis même à ça, souvent, quelques mois plus tard, c'était surtout, je pense que le film en 3D, il y en avait eu en 2010, mais je me souviens que Tron, à partir de Tron, de Tron, plein de films étaient en 3D. Là. En 2011, les films de l'été 2011, Pirates des Caraïbes, Thor, étaient tous en 3D. Ok? Tout simplement. Bien entendu, Transformers 3, il s'est fait en 3D. Beaucoup de gens détestent la 3D, je comprends, mais moi, j'ai jamais eu de mal de tête. Quand j'ai vu Avatar en 3D, j'ai été émerveilleux. Le film est fait simple, le film est magnifique, il est fait simple, c'est une histoire simple. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Bref, le Transformers 3 est fait en 3D et j'en reviens sur ça. Bataille de Cybertron. L'arche s'envole avec Sentinel Prime et des Autobots protoformes clones qui sont la même affaire que les protoformes noirs des Decepticons. Se fait chasser par des chasseurs pilotants. C'est que c'est maillet. Et se fait tirer dessus et se crache sur la lune. Et là, à partir de là, la scène d'intro est quand même cool. On a toute cette... Je dirais pas de la propagande américaine, mais on a tout un genre de mini-clip avec plein de séquences avec le président Jeff Kennedy, le président, l'autre, c'est lui qui a eu un scandale. C'est un genre de mini-clip de 5 minutes pour que les hommes américains envoient des astronautes sur la Lune, puis que c'est la course, c'est à cause du vaisseau qui s'est crashé. Honnêtement, c'est une bonne idée, mais fuck, c'est les Américains, ils sont pro-américains, Michael Bay. Les Américains, là, on peut bien leur reprocher des affaires, mais leur côté patriotique, puis ils l'aiment leur pays, puis je peux pas leur en vouloir. Fait qu'on a ça, puis après, bien entendu, une séquence de Shia LaBeouf qui est chez eux avec sa nouvelle blonde, qui se réveille, fait qu'on a une scène humain, amour, funny. Avec Rosie Huntington jouait le rôle de Carly. Il faut l'avouer, n'est pas une actrice, qui est une anglaise, qui est une mannequin anglaise. Honnêtement, elle est belle, elle est cute. Puis, elle a quand même un certain talent. Puis, en tout cas. Fait qu'on a une scène d'humain, bien entendu. Elle s'en va à sa job. Et lui, il se fait visiter par ses parents. Les parents, à partir du 2, tu te dis, fuck, ils vont être encore, sont présents, ils ont un petit peu d'humour, fait que lui, il s'en va faire chercher une job
comme n'importe qui de personne. Parce que le film se passe des années après son université, puis quelques mois après qu'il a fini l'université justement. Et justement, on a une scène avec Brain et Willy. Brain qui essaie de trouver des petites culottes dans... qui a un certain type d'humour. C'est le fun, c'est intéressant, c'est sont drôles les deux. C'est le duo comique Transformer, il remplace les jumeaux. Willy qui avait disparu à la fin de Age of Fallen, là on le voit tout le film, fait qu'il est pas mort. Bonne nouvelle. Il fait du rodéo sur le chien de Shia LaBeouf de Sam Witwicky. Et bien entendu, une petite référence à Star Trek, parce que Léonard Nimoy, c'est celui qui fait la voix de Sentinel Prime. Vraiment, c'est le fun. C'est ça, il essaie de trouver une job, bien entendu, il y a des entrevues. Et après ça, les Autobots sont sur Terre, ils continuent la chasse. Non, ils s'occupent des problèmes humains en attendant le retour de leur ennemi, les Decepticrabs. Et bien entendu, ils aident les humains. Fait qu'on a une scène d'action. J'ai jamais considéré ça comme une scène d'action parce qu'il se passe... C'est tellement rapide comme scène. Toutes les séquences, on les a quasiment vues des spots TV puis des bandes annonces. Celle en Moyen-Orient où que Bumblebee et son équipe attaquent une base militaire. C'est là qu'on voit Dino, alias Mirage, parler une fois. Et puis on a une scène tout de suite après sur Tchernobyl. Il faut l'avouer, tourner à Tchernobyl, ça va être quelque chose. Qu'Optimus s'en mêle, bien entendu, l'équipe Ness avec Colonel Lennox, je crois que c'est ça, il a monté de grade. Il trouve un morceau de l'arche qui s'est écrasé sur, bien entendu, la Lune. Et c'est là que Shockwave, le serpent, le driller, s'en mêle pour que ça fasse des beaux scènes en 3D. Et on a une petite courte scène d'action avec Optimus contre, justement, des parties du driller. Je suis un peu... je trouvais que ce qui me dérange de ce film-là, c'est que la première heure, si dans le premier puis dans le deuxième, on avait eu des bonnes scènes d'action. On a eu dans le premier puis dans le deuxième des bonnes scènes d'action dans la première heure, ok? Soit dans le premier, que ce soit la bataille de Blackout, la poursuite de Barricade, la bataille de Scorponok, puis dans le deuxième, la bataille du début, Ravage. Puis la scène aussi que les petits Gremlin Bots ça fait buter. Dans le troisième film, la première heure, il ne contient que cette scène d'action-là. Et honnêtement, ça prend 1h05 avant que la scène de l'autoroute se débouche. Et je vais être honnête, c'est long. Ok? C'est long. La première heure est trop longue pour ce qu'on a déjà vu dans les deux premiers films. Il aurait dû être coupé. La scène de séquence où il trouve une job aurait dû être coupée. Mais en même temps, Sam Witwicky se fait attaquer. Il se fait même pas attaquer. C'est un de ses collègues de travail qui se fait attaquer. Et je vais revenir là-dessus. Là. Mais sérieux, la première heure est longue. Ok? Le 3D est excellent. Mais pas. Fuck! La première heure est longue. Ok? Ça fait 3 fois que je le répète, mais c'est long. Ok? C'est long comme film. Ok? C'est ça qui me dérange un peu. C'était long. Bien entendu, il trouve une job avec Cura System. Et on en revient sur les Autobots qui viennent un briefing qui, comme je vous ai parlé du briefing du deuxième dans Age of Fallen, ce briefing-là se fait avec tous les robots en mode robot, bien entendu, comparé dans le deuxième film qui se fait juste un briefing d'Optimus. Fait que celui-là, on nous montre bien entendu Q se présenter. On a Ironhide qui lâche 2-3 lignes. On a même Dino qui lâche sa deuxième ligne puis il ne dit plus rien pour le restant du film à part rire sur l'autoroute.
Optimus est en tabarnak. Et c'est là qu'on nous montre Buzz Aldrin, on nous montre le gouvernement qui disait qu'il n'y avait pas le choix de le cacher parce que c'est un projet secret. Fait qu'on nous présente. Puis bien entendu, Optimus leur dit que l'Arche était contrôlée, était partie avec Sentinel Prime. Le meilleur guerrier, le Prime, le meilleur de toute l'histoire de Cybertron. L'autre se fait, c'est ça. L'autre trouve une job, Shia LaBeouf trouve une job. Sa petite amie, elle se fait donner un auto, il rencontre le boss. On a des scènes comiques, le fun. Quand je dis que c'est long, même si c'est long le début du film, la première heure, elle est le fun. Le type d'humour utilisé, il y a quelques jokes en dessous de la ceinture, mais vraiment comparé au dignage de Willy dans le deuxième ou les couilles de Devastator, c'est des jokes vraiment plus le fun. Ok, j'avoue qu'une joke homosexuelle dans les toilettes. Il y a le personnage de John Malkovich qui est là, qui est très drôle, qui ne sert à rien, mais il y a toujours dans chaque film il y a toujours un personnage qui est vraiment trop un personnage. Là. Tu te dis ça n'existe pas du monde comme ça. Et bien entendu, il rencontre le jeune Wong parce que l'histoire, tout le monde la connaît. Il a travaillé pour les Decepticons. C'est là qu'il y a eu une scène en Afrique où on voit Megatron se transformer en 3D avec Sunwave, Starscream, Laserbeak qui parle, qui est une scène bien foutue, qui est à peu près le même genre de scène que dans Revenge of Fallen quand il rencontre The Fallen, c'est ça. Fait que c'est vraiment une bonne scène et on remarque que Megatron est vraiment fou. Il est fou allié. Bien entendu, il envoie Laserbeak tuer des êtres humains et c'est là que tout s'enchaîne à la job de Sam Witwicky. Le jeune, son compatriote Wong, il se fait souffrir, se suicider par Laserbeak. Et c'est très drôle, ok? Sérieusement, c'est très drôle. À un moment donné, il parle de ses hémorroïdes. Il te sort 2 flingues de nulle part, puis il dit, je pense qu'il va y avoir du poulet grillé. Et entendu, c'est un personnage qui meurt, mais de la manière dont il tombe, c'est tellement drôle. Là. C'est drôle. Après ça, bien entendu, ça s'enchaîne tout facilement. Et là que le film commence à s'en venir, Optimus et Ratchet s'en vont sur la Lune avec le vaisseau, le Dantium, le vaisseau des Workers, et ramène Sentinel Prime sur Terre avec les piliers. Ratchet a une ligne. Et Ratchet, si je vous l'avais dit dans le premier film, il ne fait que... On l'a juste vu essayer de réparer la voie de Bumblebee. Ben, on va dire que ça s'approche de plus. Il check le taux de la vie de Sentinel Prime. Fait que à ce moment-là, Ratchet est vraiment utile là. Puis au moins, Michael Bay l'a mis utile là. Et Ratchet, on la voit quasiment plus du film. Et c'est un peu dommage, mais on s'attendait tellement. Et bien entendu, Sam Witwicky s'en va au NES. On a une scène assez drôle où il veut rentrer, mais bien entendu, les gardiens ne le laissent pas entrer. Bumblebee débarque. Tu le vois arriver, il fait ça aux humains. C'est sérieux ce film, comme je dis, la première heure est longue, mais elle est le fun. C'est le fun, c'est intéressant. C'est quasiment un remake du premier, quasiment. Puis le pire, c'est que j'exagère à peine. Bon, bien entendu, Sam Witwicky rencontre Mei-Ring, ça se pogne entre eux autres. Mei-Ring qui veut pas qu'il travaille avec, mais vu qu'il s'est fait menacer à cause de Laserbeak, il savait. Après avoir tué Wong, il savait déguisé en photocopieur, puis au même moment, on entend le signe, on entend le bruit de J1 en 8 bits, je pense. Très le fun, très intéressant, puis il explose un des collègues de travail,
Puis il se fait poursuivre ça, puis Laserbeak est le fun. Ouais, fait que là, c'est là qu'il représente Sentinel Prime, il réveille Sentinel Prime, il se réveille, il est agressif, Optimus essaie de le calmer, et on voit tous les Autobots derrière eux autres en mode robot. C'est là que tu te dis, on les voit un petit peu plus que dans le deuxième film. C'est ça qui est intéressant. Mais en même temps, il n'y avait pas le choix, le 3D. Le 3D fait ressortir, le 3D... Tu sais, je pense que le 3D, Michael Bay, le deuxième film, il disparaissait les Transformers là-dedans, il essaie de tout se suivre un après l'autre. Tu sais, dans le deuxième film, s'il y a des gens qui disaient « Ah, moi je sais pas qui est qui », je parle du grand public, là. Dans le troisième film, là, on les montre assez pour savoir qui est qui, ok? Pour de vrai, là, si comparé au deuxième film, fait que c'est ça qui est un point avantageux. Et bien entendu, Mering donnera pas le pont spatial, les 5 piliers à Sentinel Prime vu qu'ils sont sur Terre. Fait que Sentinel Prime est un peu comme en crise, mais il ne montre pas vraiment. Ce qui nous amène à une scène Optimus Sentinel sur un coucher de soleil qui est vraiment vraiment belle, que même Optimus... tu sais, Sentinel Prime, là, on nous montre pas... La trahison, là, elle nous sort de nulle part, quasiment, ok? Fait qu'on nous montre Sentinel Prime qui dit que la planète ici est paisible comparée aux derniers jours de Cybertron. C'est plein de références de même qui fait que le film est épique. Fait que Optimus veut donner la matrice, puis Sentinel aurait pu faire comme ok, je la prends, puis that's it, that's all, mais finalement il dit de. C'est lui le maître maintenant, c'est Optimus. Sentinel n'est qu'un élève, il y a tellement de choses à apprendre sur la Terre. Et Sentinel Prime, après ça, on le revoit plus jusqu'à la trahison. Bien entendu, Shia LaBeouf veut faire quelque chose, veut se sentir important dans sa vie, Sam Witwicky, et il veut savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des êtres humains qui se font tuer. Et c'est là qu'il rencontre notre cher ami Agent Simmons, qui est rendu au secteur 8, on va dire. Avec son assistant Dutch, qui est un Allemand, qui est l'acteur. Il joue le rôle, on va se le dire, d'un homosexuel. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que, en français, en québécois ou en anglais, il y a une intonation de la langue comme si vraiment c'était un homosexuel, mais il n'y a aucune référence ben. À part quand il dit j'ai une blonde, elle s'appelle India. Fait que, tu sais, je pense que c'est des moments un peu qui n'étaient pas dans le texte, en tout cas. Et bien entendu, tout nous emmène à rencontrer des Russes, qu'eux autres, ce qu'ils voulaient, ben, les Russes, comment je pourrais dire, ouais, c'est ça. Il avait envoyé des cosmonautes, c'est ça. Mais. Excusez-moi. Il n'avait pas envoyé des cosmonautes. C'était. En tout cas, du monde qui s'occupe du programme russe. Des Russes qui s'occupent du programme russe. Et ils ont su qu'ils ont photographié bien, un satellite. Ils ont photographié des piliers, des genres de rochers, comme ils appellent. Et. C'est à ce moment-là que tout s'enchaîne. Sam Witwicky appelle Mering et dit que les Decepticons c'est un grand plan, que c'est un plan, qu'ils ont tous des piliers, fait que c'était prévu que Sentinel se fasse réveiller, excusez. Et c'est là qu'on a la première scène d'action vraiment assez épique du film en 3D qui est écœurante, qui est la scène sur l'autoroute, et que j'ai rien à dire de négatif. C'est là qu'on voit les Dreadbots qui se font juste, c'est du sacrifice, c'est du monde qui sacrifie. Trop des Decepticons qui sont envoyés à l'abattoir, on va se le dire. Et cette scène d'action-là, la poursuite de l'autoroute est écœurante. Même Bumblebee, quand il se transforme et il fait une pirouette là, en ralenti, là, ça c'est parfait pour le personnage. C'est parfait pour Bumblebee. C'est en plein ça que je veux voir de Bumblebee. Puis justement, Bumblebee, dans le 3e film, ben, il est comme le Damage de Fallen. C'est juste le gardien, il parle encore à travers la radio. Il est pas... il n'a pas évolué comme personnage.
Puis, c'est ça. Et bien entendu, on voit Sideswipe un petit peu plus. Et Dino, bien entendu, il n'y a pas de Steel Force. D'après moi, c'était voulu parce qu'il voulait montrer. La Ferrari est belle. Fait qu'il voulait la montrer toujours au complet. Et, bien entendu, ça nous amène à une impasse mexicaine. Et c'est là que Sideswipe, qui n'avait pas dit un mot de quasiment tout le film. Sérieux, quand j'y pense, il a rien dit. Il a fucking rien dit pendant la première heure. Et c'est là qu'il est avec Ironhide, sort de la base du nest, débarque, fait une pirouette, rentre dedans après deux dreadbots, puis c'est là que l'impasse mexicaine, et on va se le dire, est écœurante. Ce genre de scène d'action-là, là, si on ferait ce genre de scène-là, x20 dans les films seraient 10 fois plus épiques, 50 fois plus épiques, 100 fois plus épiques, ok? C'est juste une scène d'action assez époustouflante. Et ça montre que Ironhide est carrément le maître et Sideswipe l'élève. Ce qui avait exploité, je pense, dans les BD après Revenge of the Fallen. Puis qui ont juste exploité cette petite affaire-là dans Cave de Mou. Et bien entendu, tout le monde rentre à la base qui est à côté. Et Sentinelle trahit Ironhide. Et on va se dire une chose. Si Ironhide n'aurait pas eu cette petite scène d'action-là qu'on venait de voir, sa mort a été encore 10 fois plus à chier. Parce qu'on vient de nous montrer le grand Ironhide. Tu sais, la scène de pirouette, là, ça c'est du Ironhide du premier film, là. C'est loin du deuxième film, c'est vraiment le Ironhide. Fait que bien entendu, il se fait backstabber d'une façon chienne, d'une façon un peu stupide, parce qu'il protège Sentinel Prime. Mais quand Sentinel Prime commençait à se transformer, puis à parler, puis dire que je vous trahis, je fais un pack avec Megatron, j'aurais aimé ça voir, c'est Ironhide quasiment se retourner vers lui, puis reculer un peu, puis qu'après qu'il se fasse buter. Mais non, Ironhide ne fait rien, il reste juste devant, rien pantoute, il se fait backstabber de même. Et bien entendu, beaucoup de gens ont choqué avec Ironhide. Je vais être honnête, Ironhide est mort pour une bonne cause. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas vraiment reparlé d'Ironhide. C'est comme si Ironhide n'aurait jamais existé. Ça aurait été cool d'avoir Optimus avec le corps de son ancien ami dire « Oh non, Ironhide. » Bon. Sentinel Prime détruit la base du NES, reprend ses piliers, décalisse à Washington, qui est déjà à Washington, excusez-moi. Il faut l'avouer... on a une bonne scène où est-ce que... Là, je connais pas vraiment les places de Washington, mais où est-ce que... Abraham Lincoln est assis, la statue. Ça, c'est vraiment un beau hommage à G1. Parce que dans G1, ce que Megatron fait, il l'enlève tout simplement, puis c'est des mythes vraiment drôles. Il l'enlève tout simplement. Dans le film, il fait exploser la statue. Et t'as un petit transformer qui niche la tête. C'est vraiment stupide. Puis là, c'est là qu'il parle du plan avec Starscream qui dit « Oh oui, bon maître, vous êtes intelligent. » Puis là, bien entendu, Megatron dit que c'est son plus grand triomphe. Sentinel Prime start les piliers. Et ce qui est stupide, c'est que j'ai pas trop compris. Les piliers, il y en a encore. C'est ça. Le reste des piliers sont sur la Lune, sûrement. Ouais, on sait pas trop. Et c'est là que les Decepticons débarquent. Et les Decepticons ont une grosse force de frappe qu'on sait pas où est-ce qu'elle vient. Et c'est peut-être ça qui me dérange un peu. Est-ce que ça vient du Nemesis dans le deuxième film? Ils ont. Comment je pourrais dire? Puis il y a beaucoup de protoformes, beaucoup de dreadbots protoformes, beaucoup de repins, des clones, beaucoup de chasseurs, beaucoup des gros vaisseaux aussi qui transportent des chasseurs. Où est-ce qu'elle vient cette force de frappe-là? Je veux dire, elle est là depuis 60 ans. Est-ce que c'est les Decepticons qu'on a vu dans le premier film puis dans le deuxième film, est-ce qu'ils viennent de là? Tu sais, c'est ça. Tu sais, on nous l'explique pas, puis je pense pas qu'on va nous l'expliquer ben. Débarque sur Terre, une petite scène d'action rapide, pas assez pour que ça soit vraiment spectaculaire. Celle à Washington où la police a fait déborder. Puis même à ça, la police a fait tirer dessus. Puis en plus, elle se fait scanner des photos de police. Fait que tu vois, t'en vois un qui sauve en char de police. T'en vois un. Tu vas m'en donner
2-3 camions de pompiers, on sait même pas si c'est des Transformers qui passent devant nous autres. On voit bien entendu le genre de Longole qui scanne un vaisseau, un truck poubelle. C'est une bonne petite scène d'action. Puis t'as une petite escarmouche entre Optimus et Sentinel Prime qui est épique, mais qui Sentinel laisse vivant Optimus pour ordonner à Starscream de le faire tuer une journée plus tard. Ça, c'est stupide. Ça, c'est vraiment... Le film aurait pu finir là, mais non, laisse faire. Je te laisse en vie. Je te tue dans 1 heure. Je te tue dans 1 heure dans le film. C'est ça le film, quasiment. Et bien là, ça nous mène à ce qu'on appelle... Sanuki, il s'avait pogné un peu avec sa blonde. Et c'est là qu'on nous plug un peu Sunwave, sa job est là. Sunwave, qui est un personnage humain à ses ordres, on va dire, qui est Docteur Namour, Docteur Dempsey, qui travaille, qui ne fait que dire, qui ne fait que irriter un client, qui est Sunwave, parce que Sunwave, le plan de Sunwave, le plan de les piliers, ça date des années 60. C'est ce qu'on nous montre, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous explique. Puis bien entendu, Carly se fait kidnapper par Sunwave, fait que Sunwave donne Carly comment ça s'appelle, au méchant, là. Dylan Gould, c'est ça, Dylan. Puis Sanuki, il se fait redonner, bien entendu. Il se fait donner une Transformer montre qui le contrôle un peu, accroché après son... J'ai pas trop compris, man. Il se fait contrôler. Et c'est là qu'on a une scène entre Meering et Shia LaBeouf, qui est un petit peu comique, qui est quand même drôle, avec son bracelet, qui se fait contrôler par le petit Decepticon. Quand ça aurait été cool d'avoir un jouet. Et que dans le premier film, il y avait un jouet qui se transformait en montre. Un Decepticon, je crois. Ça aurait été intéressant de peut-être que ce soit le même. Mais en tout cas, et c'est là qu'on a une scène. Le gouvernement décide de voter une loi pour que l'alliance des Autobots soit terminée. Et c'est là qu'on a une scène avec une bonne musique. Une très bonne musique. Quand Sanuki demande s'il y a un plan, Prime ne répond pas. Il n'y a pas de plan. La musique est écœurante, les plans de séquence, tu sais, dans le premier et dans le deuxième, il y avait des plans, les plans de vue c'était mauvais. Dans le troisième, c'est amélioré avec aussi bien entendu la 3D, fait que ça devait aider aussi. Fait qu'on a moins de caméras qui tournent. Je pense qu'on en a quasiment pas. Des caméras qui tournent autour de personnes ou de... Vraiment, c'était... Je pense que Michael Bay s'est calmé. Il était temps aussi qu'il se calme. Les Autobots quittent la Terre, et bien entendu, Starscream s'en mêle, le fait exploser le vaisseau. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment épique, là. Et bien entendu, Shia LaBeouf, Sam Wookie, vu que ses amis sont morts, on re-rencontre, comment il s'appelle, Epps, qui était pas présent pendant la première heure et demie du film, qui sort de la retraite et s'en va aider Sam Wookie à reprendre Chicago, ça et 10 Marines. Non, pour le reste, c'est pas si pire. D'après moi, c'est parce que le tournage de Rapid Dangereux avait s'entremêlé. Même à ça, je trouve le personnage de Epps, à partir du premier, c'était pas un personnage. C'est Lennox, surtout que le monde aimait bien. Epps c'est cool, mais pas plus qu'il faut. Fait qu'à partir du troisième, bien entendu, il est juste là pour la bataille finale. Avec ses soldats. Puis il y a un ancien joueur, il y a un joueur de football là-dedans aussi, qui lâche 2-3 lignes, qui est quand même drôle parce qu'il dit à un moment donné, moi j'ai pas... courir dans les églises, se faire tirer par des gros robots, j'ai pas signé pour ça. Il dit ça plus tard dans la scène d'action, dans l'église, dans la fameuse église. Bien entendu, il rentre dans Chicago. Petit moment de désespoir que Chicago est vraiment devenu une forteresse. Et avant tout ça, j'ai oublié, excusez-moi, un petit scène d'action secondaire de la Chicago est victime d'évasion de Decepticons. Et Decepticons, c'est là qu'on voit qu'on gagne.
Les Decepticons contre des humains qui n'ont pas d'armes, ben, ça fait ça. Ça fait qu'on voit des Decepticons tirer sur des êtres humains. C'est violent, pareil. Pour des jeunes enfants, là, tu vois vraiment des corps, tu vois à un moment donné un chasseur tirer, mais ça c'est quand ça nous rentre dans la base. Il tire avec un genre de rayon IEM, mais pas vraiment IEM, puis ça éclate tout le monde, puis il y a des os, il y a des vêtements, c'est un peu apocalyptique, mais c'est seul vraiment moment du film que on voit vraiment des êtres humains à terre, parce que le reste, la bataille finale, c'est quasiment limite de la propagande, là. J'exagère à peine, là. Non, j'exagère un peu. Et c'est là que Optimus, ils se font attaquer par un chasseur. Le chasseur se transforme pour changer de bord. Optimus débarque, sort son gun, tire dessus, la balle leur vole dans notre face. Wow, c'est épique. C'est épique. Et bien entendu, les Autobots finissent par débarquer, ils se transforment tous. Et Optimus dit: We talk a battle of them, nous allons nous battre comme eux, puis on va tous les tuer, c'est ça qu'il dit. À partir de là, tu te dis, ok, cool, les Autobots débarquent, c'est intéressant. Bien entendu, ils disent pourquoi vous êtes pas morts. C'est nous autres qu'on a construit un Wakers qui répond, on a construit ce vaisseau-là, fait qu'on sait quoi, qui est quoi, t'sais. C'est intéressant. Fait que les Wakers parlent un petit peu, ils arrachent aussi les membres du soldat protoforme qui se crache avec le chasseur. Et le chasseur, Bumblebee et Shia LaBeouf, Sam Cookie leur prennent. Puis il s'en va libérer Carly. On a une scène, il libère Carly, il revient, Shia LaBeouf se pogne contre Laserbeak le pogne, il pitch en bas de l'immeuble. Bien entendu, Bumblebee était caché, fait qu'il monte, ouh, pis là, Sam Cookie dit: Carly, viens-t'en vers nous. Bien entendu, Laserbeak s'en mêle. Il y a un drone américain qui débarque. Un petit genre de drone, je sais même pas, ça existe même pas. Laserbeak le pousse dans un des réacteurs, fait que le réacteur il est comme bouché. Fait que ça fait des tourniquets. Puis bien entendu, Sam Cookie s'accroche comme il peut, pogne la tête de Laserbeak, Bumblebee le tire, donc Laserbeak meurt. Je pense que c'est quasiment invisible. Parce que Laserbeak, il est intéressant quand il tue des êtres humains. Je pense à partir de. Sérieux, à partir de la scène de la photocopieuse, on leur voit plus pantoute à part cette scène-là. Je crois. Non, excusez. Excusez, on leur voit avec Sunwave. Dans le petit party à Dylan Gould. C'est ça, il se fait tirer. Le vaisseau se crache. Les Autobots arrivent avec les Marines. Et. Bien entendu, ils disent que, bien entendu, Carly avait vu. Sentinel Prime se pogner contre Megatron en disant que je ne travaillerai jamais pour toi, mais que je suis obligé. Je ne travaillerai jamais pour toi, et Megatron aurait pu le massacrer direct là, mais non, rien. Fait que Carly a vu ça, c'est une faiblesse. Et cette faiblesse-là, ben, ça revient pour le film plus tard. Et bien entendu, là, avec le drone qui est encore en marche, avec une caméra, il explique c'est quoi le plan, c'est pogner, essayer de bombarder un bâtiment au milieu de Chicago. Et c'est là qu'on a une plan séquence. Lennox décide de partir avec, avec le restant des NES, avec des hélicoptères. Et au même moment, on a la toune Battle, qui est la même toune que la bataille de l'autoroute. Et c'est là que les Autobots, on les voit rouler. Et honnêtement, c'est une foutue bonne scène. Toutes les Autobots, on les voit rouler dans pleine ville. Et au même moment, il y a quelque chose d'épique. Le driller débarque. Il accroche la remorque de Prime. Et bien entendu, Shockwave sort de là. Tout le monde décide de se cacher dans un genre d'immeuble, un genre d'église, je sais pas trop. C'est ça, ils décident de se cacher là. Et bien entendu, Optimus demande aux Wakers de faire diversion. Et c'est ce qu'ils font. Et les Wakers laissent les deux petits bots, Brain et Willy, de même devant Shockwave. Et ils se sauvent, ils rage quit. Et on les revoit plus. Non, on les revoit plus tard quand Optimus se fait pogner dans les fils. Mais justement, on sait pas qu'est-ce qu'ils font. On sait pas, ils rejoignent pas les autres Autobots. Tu sais, dans le deuxième, j'avais parlé des Autobots qui disparaissent puis apparaissent. Dans le 3, ils apparaissent, ils disparaissent.
mais c'est un petit peu moins fréquent. Parce que là, dans le deuxième, c'est surtout à l'écran qu'ils disparaissent ou qu'ils apparaissent. Dans le troisième, là, ils sont allés faire quelque chose d'autre, mais on ne sait pas en tout c'est quoi. Et là, justement, Optimus, avec les autres Autobots, ils font diversion. Ils attaquent, et on voit même une plan séquence. Les humains ont un plan à monter dans un immeuble qu'ils voient qui est la moitié quasiment cassée en deux. Mais ils vont monter quand même dans l'immeuble pour pitcher une roquette au l'autre bord. Et c'est là que, bien entendu, ils rentrent dans l'immeuble. Ils sont rendus au 10e étage, au 25e étage. Et il y a au moins 20 secondes de temps pour que le dude tire sa roquette. Et ne tire pas sa roquette. Non, 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 parce qu'ils se font tirer. L'immeuble se fait tirer par des chasseurs. Fait que... il a le temps de tirer sa roquette, sacrément. Mais le film aurait fini tout de suite. Hein. Non, mais pour de vrai, puis ils sont attaqués, bien entendu, il y a un Dreadbot qui arrive. Et c'est seul vraiment Dreadbot, comme les Dreadbots qu'on a vus sur l'autoroute, qu'on revoit dans le film, vraiment comme il faut. Il débarque, il y a un flingue, le flingue est écœurant, il y a un flingue qui recherche son flingue. On en revoit un aussi. Il y en a un dans la bataille quand les Decepticons débarquent. On voit aussi Cloverbot, qui lui c'est le gros Transformer qui aurait dû être une figurine, qui est un hommage au Cloverfield. Vraiment. Non, mais pour de vrai, ça on en voit un Dreadbot dans quand les Decepticons débarquent. C'est un pick-up. C'est tout simplement un petit pick-up qui se transforme en Dreadbot dans tout cas. Justement, on en voit le Dreadbot. T'as le personnage qui pitch une grenade, voyons, Epps qui pitch une grenade, il se sauve de même, tire dans les fenêtres pour venir dans l'immeuble, pour glisser sur les fenêtres de l'immeuble, pour tirer des fenêtres, pour venir dans l'immeuble et failli tomber. Et bien entendu, on a une petite séquence où que toutes des tasses, des photos tombent sur Shockwave au ralenti, et Shockwave envoie son driller contre ces humains qui sont dans l'immeuble. Et au même moment, on a une scène, bien entendu, le driller expose tout à son passage, essaie de... Les humains essaient de se sauver par... Ils essaient de se sauver tout simplement. C'est ça, le driller, il coupe la moitié de l'immeuble en deux comme un serpent. C'est intéressant comme concept. Et Optimus, sorti de nulle part, laisser les autres Autobots plus tard, plus loin, arrive avec son jetpack qu'on sait même pas comment il a été mis, et s'en va tirer sur le driller, envoie des missiles, le tire, le tranche en deux, et le driller est mort. Et Optimus, et Shockwave est en tabarnak, pogne son roquette, il le tire, et on a une petite scène d'action épique de quasiment 20 secondes. Optimus se fait tirer dessus, parce qu'après avoir tué le driller, il s'accroche après une grue, il tire dessus, et c'est là que il s'enfarge dans un immeuble qui est en construction et plein de fils. Et il s'enfarge là et on ne le revoit plus de suite. Non, mais pour de vrai, on en voit les Wakers qui veulent venir l'aider à couper les fils. Et on est coupé par les humains qui continuent à aller vers le pilier que Sentinelle vient d'activer justement. Et à ce moment-là, Starscream débarque, le groupe est divisé en deux, les humains. Starscream débarque, veut tuer Samu Cookie. Et c'est là que le groupe de... Les Nox débarque aussi. J'avais oublié la scène d'hélicoptère. Faut l'avouer, la scène d'hélicoptère qui se font... Tu sais, dans Transformers 2, les humains étaient trop forts, mais faut l'avouer, dans cette scène-là, Starscream était puissant. Puis on a une bonne scène aérienne qui coupe des hélicoptères, puis on se rend compte que... Tu sais, c'est un robot aérien, fait que lui... Il est plus libre que des humains dans les genres de planeurs. Et on a vraiment scène d'action en 3D qui est bien foutue. Qui est une technologie qu'on voit de plus en plus. C'est les fameux planeurs, les genres vous savez ce que je raconte. Et c'est bien foutu. C'est une scène, à un moment donné, ils passent à travers un immeuble. Là, c'est exagéré en maudit, mais en tout cas, ils se font poursuivre par des chasseurs. Par un chasseur qui se contrôle mal, le pilote est vraiment mauvais, et il se plante dans le building. Tu sais, dans chaque film de Michael Bay, là, dans beaucoup de films américains, les méchants sont vraiment pourris.
Bon, c'est ça. Fait que le groupe de Lennox rencontre Samukuki, avec les armes aussi de Q, de Wheeljack, s'il vous plaît, excusez. Réussit à le mettre à terre, réussit à crever son œil, après d'essayer de mettre l'explosion. Et on a une bonne scène foutue en 3D. Samukuki qui revole dans notre écran parce qu'il est accroché après Starscream. C'est ce qui fait que la 3D est écœurante. C'est plein de petites séquences de même quand les personnes sont plus en avant ou revolent comme ça. Là. Le 3D est fait pour ce genre de séquences-là. Et bien entendu, réussit à mettre Starscream, à tuer Starscream. Et au même moment, Bumblebee, que ça faisait une demi-heure du film qu'on n'avait pas vu, il était temps, sort de nulle part et vient sauver Lennox et Samukuki en se transformant, puis en se retransformant encore en mode alternatif pour amortisser l'atterrissage des deux humains. Et en reculant pour que Starscream les pièces descendent. Et c'est là qu'on nous dit, on va rejoindre les autres Autobots. Epps puis Lennox se rencontrent, les deux groupes. Ils rencontrent même une groupe de Seize. Parce que les militaires aussi, c'est pas juste le groupe de Lennox qui essaie de rentrer dans la ville. C'est plein de militaires qui disent qu'ils ont des Tomahawks, qui est un genre de missile télécommandé à distance, avec des genres de lasers, comme on voit dans le film, comme on voit aussi pas dans Battleship, mais dans Bataille Los Angeles. Et c'est là que les Autobots... Samukuki dit on va rejoindre les Autobots, il se bat plus loin, et c'est là que il marche à pied, bien entendu, il essaie de courir, il traverse un pont, et c'est là qu'on, sans s'en rendre compte, les Autobots se fait capturer sans qu'on le voit, d'une façon, sans s'en rendre compte. C'est c'est ce que je veux voir. Moi, dans un film Transformers, je veux le voir, je veux qu'on suive les personnages humains à travers des Autobots qui sont capturés, on ne sait même pas pourquoi. Non, sérieusement, c'est de la shit. C'est ce qui fait que, la première fois que je l'ai vu le film, là, je l'ai apprécié à sa juste valeur. Il y a des choses que j'aime moins quand je l'écoute. Fait que là, les Autobots se fait capturer, puis on sait même pas comment. Puis ça, c'est vraiment dommage de pas le montrer, parce que, en tant que fan, c'est ce que j'aurais aimé savoir. Puis, ils sont capturés, Ratchet se fait tabasser, Wheeljack se fait buter. C'est le tour de Bumblebee, malheureusement. Et au même moment, notre père de Dio ont pris le vaisseau qui s'avait écrasé plus de bonne heure dans la ville et décident d'aller retourner automatiquement les gros vaisseaux contrôlent en distance quand ils s'approchent le chasseur. Et c'est là que il décide de tout péter le vaisseau, puis de exploser. Tous les chasseurs tombent sur les Decepticons. Et on a un combat entre Bumblebee et Sunwave qui, faut l'avouer, est le premier combat entrepôt de toute la bataille finale au bout d'une demi-heure quasiment. Je suis quasiment sérieux en armes de mêlée, ça donne des coups. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit toutes les protoformes se faire écraser par les chasseurs. Mais les trois autres Autobots, Ratchet, Sideswipe, Mirage, qui sont juste derrière Bumblebee, on les voit fucking pas se battre. À un moment donné, il y a une séquence là, en Blu-ray, on voit une petite partie rouge de Mirage et après on le coupe tout de suite. Parce que c'est bien stupide, puis bien entendu Bumblebee se bat, il tue Sunwave. La musique aussi, quand il va se faire tuer, est une bonne musique. Seulement des trophées... Pas de prisonniers, seulement des trophées. C'est un peu comme... je pense que Mankabel voulait faire un call Sunwave supérieur, Autobot inférieur. Tu sais. Et... bien entendu, Sunwave se fait buter d'une façon tellement facile, tellement simple. C'est des limites dégueulasses. Pauvre Sunwave, parce que Sunwave est juste Pour moi, Sunwave, c'est quasiment le Sidewise ou le Barricade du film, le beau char qui se fait manger une crise de volée. Et bien entendu, on envoie Barricade. Cool. Honnêtement, juste en mode robot, parce qu'en mode alternatif, on l'aurait vu sur le plateau de tournage. Et c'est vraiment, vraiment cool. La première fois que tu vois Barricade, t'es content. Puis Barricade est un sous-officier de Shockwave, parce que on sait pas ce qui se passe. Barricade est avec... les Sunwave puis le groupe de Decepticons qui a capturé les Autobots, mais 5 minutes plus tard, il s'est sauvé, puis
puis il est sous les ordres de Shockwave. Fait que, à moins que ce soit un autre, mais non, je pense qu'on va se le dire. On sait que tous les Decepticons sont des clones, mais on va se le dire que c'est le vrai Barricade. Là. Optimus est encore coincé. Et bien entendu, Sentinel Prime fait marcher la machine. Avec tous les Autobots qui sont au. Tous les Autobots, les Decepticons sont partout sur la planète. Et Cybertron débarque. Qui fait aucune chose vraiment négative. Tu sais, la planète, on la voit à côté de la Terre, puis on voit la Lune fucking loin. Mais elle s'approche tellement qu'il aurait dû avoir des catastrophes naturelles. Il aurait dû, même si Michael Bay aime la démolition, il aurait dû peut-être un petit peu plus exploiter ça. Mais il a décidé de faire fuck off parce que d'après moi, il n'y a rien qui s'est passé vraiment. Bon, après ça, tout s'installe à la grosse bataille finale. Les soldats, les deux groupes de Lennox et Epps rencontrent des soldats américains qui étaient dans un building, qui ont resté là, qui sérieusement sortaient de nulle part, et c'est là que toute la grosse bataille de la bataille finale débarque. Là. Fait que là, les humains tuent des protoformes, commencent à tirer sur les Decepticons. Au même moment, le groupe de Lennox est encore avec des parachutes, essaie de pogner par les airs. Au même moment, le groupe de F se met dans un building. Tout ça pour pogner Shockwave. Tu sais, puis au même moment, les Autobots débarquent, ça se pogne, ça se tire dessus. On a des points de vue. Shockwave fait pas grand chose, il tire, mais à un moment donné, je pense qu'à un moment donné, on voit même Shockwave entendre tirer, mais son bruit c'est tellement de la scrap. Mais bon. Et c'est là qu'Optimus, libéré des fils, débarque pour sauver tout le monde. Là, la première fois que j'ai vu Spot TV, j'ai capoté sur cette scène-là. Mais là, aujourd'hui, je trouve ça laid parce que le point de vue qu'on a, c'est le point de vue d'une caméra sur un rail, du point de vue des humains qui bougent de même avec Optimus qui est devant. Et ça explose de partout en CGI et on voit rien. On voit Optimus péter sa loise, on voit il se fait péter son jetpack se fait péter. Il tue plein de Decepticons, des clones. Et il arrive pour tuer Shockwave, le mange d'un coup, donne un petit coup de griffe parce que Optimus a un couteau, sa main il a des griffes. C'est rendu ça, Optimus. Ça sorti de nulle part. Et tue Shockwave d'un coup et pogne les fils qui est accroché après son gun et la tête de Shockwave et fait tirer sur le dôme où ce que le pilier central était. Et c'est là que Cybertron arrête de venir sur Terre. Et c'est là que Sentinel Prime se pogne contre Optimus. Ça se tire dessus. Sentinel demande aux Decepticons aériens de tirer sur Optimus. On a une scène qui est vraiment géniale. Point de vue d'un soldat Marine avec une caméra sur sa mitraillette. Je l'avoue, en tant que fan de First Person Shooter, je capote. Qui tire sur Sentinel Prime. Optimus donne un coup, fait qu'il arrête de tirer. Et après, Optimus se fait dégager et il retire sur Sentinel Prime. Ça dure quoi, 3 secondes. Mais c'est un bon moment. Et Optimus se fait bombarder par des chasseurs Decepticons. Et pendant ce temps-là, les autres Autobots essaient de se battre contre Sentinel Prime. Ils ne réussissent pas à mettre à terre. Et il y a un être humain qui a pris la roquette qui était destinée au dôme quand il était en haut dans le building et tire dessus dans plein torse de Sentinelle et il réussit à l'avoir. Sentinelle rage quit, il se sauve. Au même moment, Shia LaBeouf, Sam Witwicky, se pogne contre l'être humain Dylan Gould parce que il veut remonter le pilier. C'est une bonne chose. Un groupe de soldats et les Wakers essaient de faire un genre de périmètre de sécurité. Ben, on le voit pas vraiment, là. Mais c'est ce que j'en ai déduit. Autour du pilier. Puis, bien entendu, le Cloverbot qui se fait mettre à terre par les 3 Wakers. Pendant que Bumblebee arrache le pilier. Parce que le pilier il a recommencé. Dylan Gould se fait tuer. Et c'est là qu'on a la bataille finale.
la vraie bataille finale. Carly qui sert à quoi une fois, elle a bien entendu vu que ça se pognait entre les deux. Carly qui dit à Megatron en anglais, veux-tu juste être la putain de sentinelle? Et c'est là que Megatron se réveille. Il aurait pu la tuer, ça aurait été un peu ben, ça aurait été logique, mais il se lève, puis il s'en va se battre contre Sentinelle. Et c'est là que Optimus et Sentinelle se pognent. La caméra est du point de vue des humains, c'est quasiment juste un plan séquence au complet. J'ai pas trop trippé, mais en tout cas. Mais à part de ça, les chasseurs Decepticons se fait buter par les Tomahawks humains. Bof, il y a peut-être genre une dizaine de missiles, fait que les chasseurs. Et bien entendu, au même moment qu'ils arrachent le pilier, les vaisseaux Decepticons, les gros vaisseaux, s'envolent sur Cybertron avec un genre de vaisseau laser invisible. Puis on sait fucking pas ce qui se passe. Pourquoi en détruisant le pont spatial de Cybertron, pourquoi les Decepticons de la force aérienne s'enlèveraient? Ils s'envolent pas, là, ils sauvent pas, là. C'est vraiment, ils se font prendre par un genre de faisceau lumière. Mais c'est stupide! Stupide! C'est tout simplement stupide, ok? Je vais le répéter, c'est maillet, c'est imbécile. C'est quasiment comme un petit film où que l'amour universel va sauver l'univers. Ok, excusez, je suis un peu choqué, là. Mais c'est vraiment stupide comme séquence, ok? Parce que pourquoi il est Decepticons? Pourquoi? En tout cas. Et c'est là qu'on a enfin le combat final. Sentinel Prime avait donné le coup décisif pour tuer Optimus en arrachant encore, il avait arraché le bras. Et Megatron, sorti de nulle part, débarque et le tire dans le dos avec son 12. Et c'est là que tu te dis, Megatron, mon esti, c'est là que tu commences à réagir. Mais honnêtement, là, c'est génial comme ça, ok? Puis ils disent en anglais, This is my planet! Ça, c'est vraiment, pas Hugo Weaving, là, est vraiment écœurant quand même comme voix d'anglais. En tout cas. Mais vraiment, là, c'est... Et c'est là que, bien entendu, Sentinel Prime se fait maganer, il se fait mettre à terre, Optimus se lève, Megatron a vraiment pris le dessus de Sentinelle, ça c'est intéressant. Puis il dit, bien entendu, une phrase, mais qu'est-ce que tu ferais sans moi? Et c'est là qu'Optimus pogne sa hache, le tire dans la tête, arrache la colonne vertébrale avec la tête et le fait tuer en moins de 3 secondes. Et bien entendu, Sentinelle est très blessé à terre. Megatron pogne le 12 de Megatron. Optimus pogne le 12 de Megatron, le charge et le tire headshot no scope. Headshot avec scope dans la tête de Sentinel Prime. Sentinel Prime avait dit aussi t'es pas capable de faire des bonnes décisions pendant le combat. Puis c'est là que tu te rends compte qu'Optimus a fait une bonne décision. Il a fait des dures décisions. Parce qu'il aurait pu le laisser vivre Sentinel Prime. Là, il était assez magané. Là. Mais il l'a tiré. Il a bien fait. Puis après ça, ce qu'il montre, c'est qu'il y a, bien entendu, plus de Decepticons en pleine ville. Plus rien. Hein. Les Decepticons se sont envolés, on sait pas comment. Ils se sont envolés et, bien entendu, ça finit avec un speech à la Optimus Prime qui ne quittera jamais la planète. Honnêtement, le speech arrive pas mal facilement. Mais avec une musique aussi qui nous donne... Tu sais, il y a une musique avec un tambour fait... Tan, 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 tan. Dans le sens que ça, c'est vraiment... Tu sais, il n'y a pas de gagnant dans ces gars-là. Il y a juste des survivants. Et bien entendu, la trilogie se conclut de même. Tous les bons finissent, à part deux bons qui meurent. Les Autobots sont des survivants et non des gagnants, ben, comme je disais. Et bien entendu, tous les Decepticons sont morts. De la planète Terre. Je le crois pas personnellement. J'ai toujours pensé que les Decepticons... ça me donne une certaine ouverture pour Transformers 4. Parce que les Decepticons qui sont à Shanghai, puisqu'on le voit à un moment donné, sont à Shanghai avec les piliers, ou au Brésil, ou dans un temple aztèque, nous montrent qu'il reste encore sûrement des Decepticons. À moins qu'ils se sont fait envoler aux autres aussi. Là. Mais ces Decepticons-là, comme... c'est pas mal officiel que
le camion voyons, vidange, on le voit pas mal dans le 4. Ok? Bon. Fait que on va sûrement peut-être en revoir une coupe aussi dans le 4, des clones, des dreadbots, des chasseurs. Les chasseurs, on les voit dans le 4. Où est-ce qu'il vient, ça, je sais pas. Sûrement le vaisseau Dogdog. Mais en tout cas, sur ça, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé. J'ai essayé de faire mon plus vite possible. Fait que sur ça, je vous laisse. Et bien entendu, à plus.